Bienvenue à Visionnaire, le podcast qui fait rayonner les entrepreneurs d'ici. Je suis Thierry Allegrucci, intégrateur EOS certifié. Chaque mois, je m'assois avec une ou un entrepreneur qui a su clarifier sa vision, aligner ses équipes et propulser son entreprise. Préparez-vous à être inspiré et motivé par ces parcours de visionnaires. Bonne écoute! Donc bonjour, je suis content de vous accueillir aujourd'hui et pour notre premier invité, on a Pino Dioya de Beavertail Queue de Castor que tout le monde connaît très bien. J'espère. Tout le monde connaît ça. C'est une marque incroyable. Je Merci. suis toujours étonné de la qualité de la marque, du rayonnement que ça a. Et je me souviens, durant le début de l'année, il y avait Patricia Gould de le Parti libéral. Katrina Gould, qui avait fait un speech pour promouvoir sa candidature. Et elle marchait dans la nature, puis elle parlait, c'était l'attaque contre le Canada de Trump. Puis elle disait, on est fiers de notre Canada, de notre poutine, de notre queue de castor. Là, j'ai entendu ça, j'ai fait, waouh, quel... On est vraiment gâtés. Ouais. Approprié pour une gâterie, mais là, c'est nous qu'on est gâtés. Ouais. Donc, écoute, aujourd'hui, j'aimerais parler de ton parcours, du parcours de Beavertail. Et le podcast, c'est surtout les blocages, les plafonds de croissance qu'un entrepreneur ou qu'une compagnie rencontre durant sa croissance. Et ça apprendre un peu plus. Combien de journées ça va durer, le podcast? Ça va durer longtemps. On va y aller succinct, les plus gros plafonds. Donc, au début, merci d'être là, premièrement. Merci à toi. Et tes débuts, un peu de background sur toi avant de Queue de Castor, pour qu'on connaisse d'où tu viens. Avant de Queue de Castor, on recule, là, parce que j'avais 18 ans quand j'ai commencé comme employé. Et mon histoire, c'est vraiment, j'étais toujours passionné de l'entrepreneuriat et j'ai commencé mon premier business. Je ne sais pas si je te l'avais jamais dit. Non. J'avais 11 ans. On vivait à côté d'un terrain de golf et je revendais les balles de golf que les golfeurs avaient J'ai perdues. un voisin au chalet qui fait ça aussi. Voilà. C'est payant parce que ça coûte pas cher de les trouver gratuits. Fait que c'est là que j'ai commencé dans l'industrie de la restauration. J'avais des boissons gazeuses puis des tablettes de chocolat. Mais quand j'ai fait l'application pour ma vraie job, c'était une job pour vendre du linge. Je voulais pas travailler dans le fast-food. Et j'ai pas eu la job du tout. Même pendant l'entrevue, ils m'ont dit, bon, on te veut pas. OK, merci. Fait que j'ai appliqué pour la job qui était toujours facile à trouver. Ouais. Et c'était à la ronde, au Queue de Castor, que j'avais pas juste jamais essayé, j'avais jamais même entendu parler des Queues de Castor. C'était vraiment au début, 87. Queue de Castor à côté de la pitoune. Voilà, ça fut le premier. Les classiques. Voilà, oui, exactement. La pitoune est même plus là. Non, elle est plus là, malheureusement. On recule. La nostalgie pour les gens qui nous écoutent. Le super manège, la pitoune. Voilà. Puis, les queues de castor. On en avait un à côté du super manège aussi. Mais on en a encore. Et l'arcade. J'allais à l'arcade. Tu les connais vraiment bien. C'est bon. Wow. J'ai passé beaucoup d'été là-bas. Donc, tu as travaillé là et qu'est-ce qui s'est ensuite? J'étais au collège. Et j'ai travaillé là pendant 2 ans. Fait mon bac à McGill. Puis... pour dire la vérité, après ça, j'étais perdu, là. Dans le temps, tu n'allais pas nécessairement te retrouver en Europe. Fait que je me demandais, je vais faire quoi? Fait que j'ai fait application pour ma maîtrise. Et dans mon cœur, je me disais, je n'étais pas... pas fait pour ça? Non, j'avais pas les qualifications, définitivement. Okay. Mais ils m'ont accepté. Mais comme j'avais tellement peur, j'ai descendu à Ottawa, rencontré le type qui a fondé la compagnie, puis je lui ai demandé, serais-tu prêt à vendre la première franchise? Puis c'était vraiment le petit punk de Montréal qui venait demander... Donc tu avais fait application maîtrise, puis tu as eu peur, puis tu as dit, je vais voir si je peux me trouver une job à la place? Voilà. Ou me partir en affaires? Je vais m'acheter la franchise où je travaillais. OK. Et dans la vie, on ne sait jamais. Si on ne demande pas, on reçoit pas, puis on n'a pas la réponse. Ouais. Et je me rappelle toujours, le gars m'a dit, moi, j'étais prêt que soit qu'il allait quel âge? Moi? Ouais. 22, 23? 21. 21? Bac, 21. OK. Et soit qu'il allait être insulté parce qu'il n'y avait pas de franchise, c'était vraiment tout corpo dans le temps.
ou qu'il allait avoir l'esprit ouvert. Puis il me regarde directement dans les yeux, puis il dit, « Sais-tu, mon avocat m'a dit depuis 6 mois, ou 1 an, je me rappelle pas, que je devrais vendre la première franchise à un jeune employé pour montrer que si un jeune est capable, ben là, tout le monde pourrait le faire. Fait que Timing. on va te le vendre, puis on va te financer à 90% Wow. sans intérêt. Fait que 10 000 $, j'ai mes 2 premières franchises, parce qu'il y en avait 2 à la ronde. OK. Donc, tu as acheté celle de la ronde, Oui. où tu avais commencé à travailler. Ah, c'est impressionnant. Donc, tu as demandé au bon moment. Voilà. Opportunité. Et l'autre chose, c'est que, je me rappelle, les premières années à la ronde, difficile à croire maintenant, humblement, mais les premières années, on donnait plus d'échantillons qu'on vendait de queue de castor. OK. Et un échantillon, on s'entend, c'est pas la queue, c'est la queue coupée en 2 et en 5. OK. Fait que ça fait 12 morceaux, Des petits morceaux. des petits morceaux. Puis on donnait plus de unités fois 12 que de unités vendues. OK. Mais eux autres, ils étaient moins connus ici. Le fondateur et son épouse, c'était des ex-Américains qui ont déménagé au Canada. Alors, ils connaissaient pas vraiment le Québec. Plus connu en Ontario? À Ottawa. À Ottawa, point. Ah ouais. Un plus le canal Rideau. OK. Fait que le Québec, en français, une autre culture, il arrivait à peine à Ottawa. Fait que j'ai demandé la bonne question Au bon moment. au bon moment à la bonne personne, puis... Donc, the rest is history. deux franchises. 2 franchises. Les 2 étaient à la ronde? Les 2. Ah, les 2 étaient séparés. Il y avait 2 points de vente à la ronde? Thierry, il y en avait 5 en total. Des roulottes pour le canal Rideau, OK. le marché Bail, une autre roulette qui faisait des festivals à Ottawa, et les 2 à la ronde. OK. Fait que Je savais même pas qu'il y en avait 2 à la ronde. OK. c'est vraiment... Mais là, on est rendu à 4-5. Donc, après ça, comment ça... Si on fait fast-forward... On va parler des chèques. On ouvre... Là, j'embarque avec mon frère jumeau. Ouais. Puis ma blonde, Anthony. dans le temps, Anthony, et ma blonde, qui est maintenant mon épouse. Fait que ça aussi, ça dure toute l'histoire. Et je les embarque dans la compagnie, puis on ouvre la première franchise vraiment à nous. Puis on a décidé d'ouvrir au Faubourg Sainte-Catherine. Le Faubourg Sainte-Catherine. Et Faubourg Sainte-Catherine, dans le temps... Ça marchait. Ça marchait, mais c'était quasi touristique. Fait que, il y avait un cinéma les mardis soirs. Ouais, moi j'y allais en tant qu'étudiant après. Là, on y allait. Puis ça n'a pas duré longtemps. Le buzz, il n'a pas duré longtemps. Il y avait le Forum de Montréal, pas loin. Ouais. Et il y avait... Oh my God! On magasinait comme pas les dimanches. Food court. C'était le premier food court à Montréal. Le premier time-out, si on veut. Ouais. Dans l'espace d'1 an, le Forum déménage, où il annonce qu'il déménageait. Il change la loi. Là, on peut magasiner les dimanches. Fait que c'est pas juste là que tu peux aller. Et le cinéma ferme. Ouais. Fait que 1 an et demi plus tard, on ferme le premier magasin. À l'ouest de Guy. Guy, Il n'y avait plus rien. Ça a été des No articles Man's Land. pendant... No Man's Land. Ouais. Fait que Premier deuxième franchise, le troisième si on veut, c'était l'échec. Et on aurait pu simplement arrêter. Mais une autre semi-échec, on trouve un bonhomme, Bob Rouel, qui fut le fondateur et le propriétaire de Les Deux Pierrots, la boîte à chansons dans le Vieux-Montréal, qui n'est plus là. Qui n'est plus là non plus. Bob copiait notre recette. Ah, OK. Puis il le vendait où? Dans le Vieux-Port. Dans le Vieux-Port. Où on voulait être, mais on ne trouvait pas dans le doigt. OK. C'est pour ça qu'on est allé au Faubourg Sainte-Catherine. On va le voir, puis on donne la fameuse lettre d'avocat qu'on envoie peut-être 3-4 par semaine, même maintenant. Ah ouais. Le monde qui utilise la marque de commerce sans réaliser que c'est vraiment une marque de commerce. Okay. Poutine, ça appartient à personne. Queue de castor, c'est juste nous qu'on le fait, mais ça nous appartient. Fait qu'on l'arrête avec la lettre, puis il dit, ben non, on niaise pas, on règle pas les affaires avec les avocats, on va devenir associé. Et là, on prend sa spot, et ça devient le premier magasin dans le Vieux-Montréal. OK. Et lui, c'était pas un échec. Ça a été
le premier de plusieurs. De là, mais je me dis toujours, basé sur le Faubourg Sainte-Catherine, on aurait arrêté tout ça. Donc, c'est un échec, mais vous êtes repris. Ou on était trop jeunes ou stupides pour en savoir Vous y plus. croyez. Hein, on est la persévérance. Oui. On en parle souvent dans Oui. l'entrepreneurship, la Oui. persévérance. Un échec, on a appris de ça. Oui. Puis c'était quoi? C'était juste encore une question de timing. C'était mauvaise localisation avec beaucoup de choses que vous ne contrôliez pas. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas en affaires, n'est-ce pas? Mais en vie, généralement. En général, en vie. Donc après ça, quand est-ce que vous avez eu vraiment une bonne croissance? Oh boy! Ben vous là, êtes- c'était 93, 94, puis c'était vraiment l'explosion. La queue de castor, il n'y en a pas une autre. Il n'y a pas un autre produit semblable. Ça, c'est les bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est qu'il n'y en a pas un autre semblable. Fait que quand on rentre dans un nouveau marché, même aujourd'hui, je me rappelle quand on est rentré à Banff. Banff, c'est vraiment le plus gros magasin du Canada. Mais la première année, ça fut vraiment difficile. Parce que le monde... Première question, spécialement les touristes, c'est-tu une vraie queue de castor? Les Canadiens, ils mangent vraiment une vraie queue de castor. Là, c'est niaiseux à penser, mais c'est la réaction typique d'un nouveau client. OK. Fait que faut que ça Les prend du temps. Japonais, les touristes japonais à On Whistler. avait un magasin au Japon avant, OK. avant le COVID aussi. On exporte le Canada, vraiment. Fait que pendant 7 ans, là, la fièvre a commencé à prendre. Le monde, ils ont compris c'était Donc, quoi. la deuxième partie des années 90, là, ça a Oui. été le boom. Le premier gros boom. Et entre-temps, notre bureau-chef à Ottawa, qui était géré par des vrais managers, mais qui connaissaient ni le marketing, ni vraiment le fast-food, le succès était plus ou moins là. Le propriétaire était encore là? Oui, mais hands-off. Lui, OK. il engage du monde, puis il n'aime pas se mêler Gérer, dedans. ouais. Oui, c'est ça. C'est ni visionnaire, ni... Ni intégrateur. Non, exactement. Il est difficile à dire qu'il fait quoi, mais c'est le fondateur. C'est un autre complètement. Mais de là, on a vu le potentiel à croître, pendant que eux, ils faisaient une expansion irresponsable et vite. Ce qui est très commun, même typique pour les jeunes franchises. On a une formule gagnante. David City commence à grossir à une vitesse. Non, regarde, même McDo l'avait vécu dans le temps. Tim Hortons l'a vécu à deux reprises. Ouais. Mais quand tu as du monde prêt à investir dans ton concept, pas de risque pour toi, la vie est belle. Mais c'est quoi les inconvénients qu'on va trouver comme ça? Ben, Contrôle de la qualité de la franchise? toujours. Le maintien de l'image de la franchise? Moi, c'est plus ça. Nous autres, on se rappelle, ou on dit souvent au bureau, on ne vend pas vraiment un produit, on vend une émotion. Puis je comprends quand tu as des machines de radiographie ou je ne sais pas quoi, ben là, il faut vendre le produit. Mais nous, on vend des mémoires, des souvenirs. Fait que c'est vraiment intangible et émotionnel. Ouais. Et pour vendre des émotions, il faut raconter des histoires, puis il faut partager des souvenirs, puis des moments. Ouais. Puis justement, c'est un des slogans à l'interne, c'est qu'on travaille pour que des moments deviennent des souvenirs. Mais quand tu as quelqu'un qui a investi, qui n'est pas vraiment engagé. Il est là pour faire de l'argent, pas pour qu'il y ait des souvenirs. Voilà. Et là, c'est un perte de temps. Parce que la marque, elle se bâtit avec le temps, c'est long. Oui. Les souvenirs, on ne mange pas 15 queues de castor dans une année, là, en général. Moins de 5. Ouais, c'est ça. Puis, c'est un autre débat qu'on a souvent au bureau. J'aimerais bien qu'on en mange 10 ou même 15 ou 20. mais en réalité, c'est spécial parce qu'on n'en mange pas souvent. Ouais. Il faut qu'on garde cette balance-là. Ce qui est difficile, ça aussi, c'est un travail. Comme entrepreneur, tu veux en vendre plus. Mais on doit respecter les paramètres de la marque. Et quand est-ce que vous avez acquéri? Et ça, début des années 2000, Ouais.
nous, ça continue à exploser. Puis le bureau-chef, il commençait à avoir un peu de misère. Fait qu'ils nous ont vendu le territoire du Québec pour 10 ou 20 $. C'était pas 1 $, Wow. mais c'était pas cher. Pas cher. Parce qu'il voulait, il n'y avait pas le Ouais, temps. ouais. Et parce qu'ils savaient qu'on pouvait développer, eux, ils voulaient vendre du produit. Oui, OK. Donc, vous achetiez, c'était le produit. OK. C'est ça. La matière Ils ont première. dit, allez-y, puis ouvrez-en des magasins parce que là, on veut récolter. Et c'est là qu'on a eu un deuxième boom jusqu'en 2010, puis on a ouvert au Québec. Et sans le savoir, le Québec était devenu plus grand que le reste du monde, ensemble. On ne regardait pas vraiment qu'est-ce qu'eux autres ils faisaient, on s'occupait de notre terrain chez nous, puis la vie était belle. Et là, en 2010, le bureau-chef à Ottawa nous devait de l'argent, un autre chèque. On a fronté de l'argent pour la publicité. Chose rare. C'est rare qu'un franchisé va fronter de l'argent pour le Ça montrait le bureau-chef. succès que vous aviez. Et la crédibilité et la confiance dans la marque aussi. Mhm. Ils ne pouvaient pas nous repayer. Et là, ça a vraiment commencé à tomber à l'eau là-bas. Et c'est là que le fondateur nous dit, Achète-nous. venez opérer la compagnie pour Ouais, nous ouais. et vous allez avoir des options pour les actions. OK. Et c'est de là et là, c'est en 2012 que finalement, on a exercé D'accord. la majorité. Good. Et nous voilà. Et depuis 2012, vous étiez à combien de franchises partout au Canada? C'était partout au Canada et on avait hérité une ou deux internationales. Depuis ce temps-là, on a fermé quelques-uns à Montréal, au Canada. Il y en avait peut-être 90, plus ou moins dans le temps. Mhm. On a fermé quelques-uns. Et généralement, c'était pas juste des magasins qui ne performaient pas, c'était des franchisés qui n'embrassaient pas le marketing de la marque, D'accord. la vision de la marque, si on veut, les valeurs de la marque, comme on en parle souvent. Et de là, on a commencé à ouvrir des bons. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer que c'est les bons? Qu'est-ce que vous avez changé? J'aimerais bien dire qu'on avait une vision et une stratégie. Ça fait 15 ans qu'on essaie de tirer l'enveloppe et de tirer l'élastique un peu. On a compris vraiment les fondamentaux de la marque. La vision de base, que c'est une marque de loisirs. C'est une marque qu'on ne mange pas tous les jours. C'est une marque, parlons vraiment d'échec, pour notre 25e anniversaire, on a sorti une queue de castor pêche biologique avec la vraie crème fouettée. OK. Ça fut la première et dernière fois qu'on a jeté du produit à l'usine. Parce Ça qu'il se ne s'est vendait pas pas? vendu. Qu'est-ce que c'est la crème fouettée ou la pêche? La pêche. J'imagine C'est la le pêche. côté santé. Plus de stuff qu'on met sur une queue de castor, plus que ça se vend. Et la dernière chose que vous avez fait, c'est quoi? Les snowboarders, tu me disais? La poutine, La poutine. poutine sur une queue de castor, incroyablement, la notoriété de ce produit-là, de cette saveur-là. Et l'autre qu'on vient de sortir, c'est vraiment, comme Mme Gould le disait, Elbows Up, les coups de lever, Ouais. Pro-Canada, Costarde, vrai beurre d'érable du Québec, une tablette de Nanaimo de la Colombie-Britannique OK. et C'est quoi, des morceaux dessus? une petite montagne qui vient avec un petit drapeau qu'on a fait Sérieusement? exprès pour la queue de castor. C'est définitivement la plus calorique Wow. de tous les Vous toutes les affichez queues de pas castor. les nombres de calories, hein? On doit l'afficher. Ah ouais? Puis c'est combien? Mais c'est... honnêtement, je m'en rappelle. Honnêtement, je m'en rappelle pas. Mais drôle d'histoire là aussi. Ontario fut la première province au Canada où ils ont obligé de mettre les calories. Puis là, on n'est pas une grande équipe. On est 18 au bureau. Fait qu'on s'est dit, ben là, tant qu'à le faire pour une, on va pas changer les menus pour chaque province. Anglais, français, ben OK. On va le faire pour tout le monde. Puis on a gagé que la première lettre ou appel ou commentaire qu'on allait avoir, c'était une de incrédulité. Et justement,
Maman nous envoie un courriel. J'étais dans un de vos magasins, puis j'ai vu les calories. Puis là, je voulais juste comprendre, est-ce que c'est une queue de castor entière ou moitié? Parce que la cannelle et sucre, c'est moins de 500 calories. Ah, OK, j'aurais pensé que c'était plus. Mais elle était tellement surprise de l'autre côté. Elle disait, il faut que ça soit plus. Parce que quand on vient au queue de castor, c'est adieu la diète. On vient se payer la traite. Ouais. Fait que faut en donner. Il n'y en avait pas assez. Oui, elle ne nous croyait pas. D'accord. Okay. Et la cannelle et sucre, qui était vraiment la première grande saveur qu'on a, classique, est minoritaire maintenant. Ah, minoritaire. Oui. Juste les vieux comme moi qui en prennent. Les marges sont bonnes, fait que je vous pardonne. Et Delphine aussi. Mais je serais curieux que tu m'envoies par courriel les calories pour le Elbows Up. Ça dépasse les 1000. Mais regarde, quand on a sorti celle aux pêches, on avait aussi sorti l'avalanche, parce qu'on ouvrait dans les centres de ski. Et ça, c'est le fromage à la crème, glaçage de fromage à la crème, avec Score, le chocolat, que juste ces deux-là, dans le temps, c'était la plus calorique qu'on avait, mais tu ne peux pas l'avoir juste comme ça. On met aussi un coulis de caramel, si je ne me trompe pas. Bon. Elle était la plus grande, mais Elbows Up doit sûrement dépasser. Après une journée de ski, on peut se permettre ça. Voilà. Dans le froid, ça réchauffe. Ou après une journée à la ronde avec les enfants. Et ça fait vraiment partie de... et quand je skie, mes enfants, ils disent quand il y a la roulotte est là, une queue de castor. Donc, quand on commençait à ouvrir des magasins, on voulait en mettre dans tous les centres d'achat. Parce qu'il y en a plein, puis c'est facile à rentrer. Et je me rappelle, on a inventé une petite phrase ou une petite explication qu'on suit encore, mais que depuis des années, on essaie de contourner cette explication. La phrase ou l'explication est la suivante. Si maman sort avec son enfant, puis il mange une queue de castor au chocolat, puis il y en a partout, à la ronde, ou à un endroit où on devrait être présent, maman va dire « Ah, c'est tellement chouette. Là, je vais prendre une photo de toi. » Ouais, c'est drôle parce que c'est... Et tu vas être sur Instagram. Cependant, même enfant, même maman, au centre d'achat, même queue de castor au chocolat, là, maman devient fâchée, la journée est terminée, puis on recule. Fait que quand maman... Il se fait chicaner, c'est pas un bon moment. Voilà. Ça, c'est le test. Est-ce qu'on devrait ouvrir là? Est-ce que maman serait fâchée ou non? Puis, il y a un autre échec dernièrement qu'il y a eu. Être les community. Ah! On tire l'élastique encore. Pendant le COVID, on commence à vendre... juste avant le COVID, je me rappelle, c'était le franchisé de Victoria, l'autre coin du pays. Puis il nous dit... Uber puis DoorDash, ça marche comme tu peux pas le croire. Puis nous, on disait... Pour les queues de castor? Pour les queues de castor. OK. Puis on disait, ça se peut pas. Une queue de castor, il faut que ça soit mangé chaude. Ouais. Tandis que c'était vraiment... Avec la poutine, puis tout dessus, je me demande dans quel état que ça arrive. Mais le vrai truc, c'était le client qui était chaud. Parce qu'il fumait. Il y a bien des universités là-bas. Puis il commandait bien du produit le soir. Mais on ne l'avait pas compris. Et le franchisé non plus. Lui, il savait juste qu'il en place des commandes. Et de là, on a commencé à dire, OK, peut-être on est devenu assez grande ou assez reconnue ou assez implantée qu'on peut être dans des endroits moins touristiques. Et pendant le COVID, parce qu'on était tous assis chez nous en rien faire, on a vu ce phénomène se reproduire de plus en plus. Alors, on s'est dit, on va ouvrir des magasins. Et on a fait l'erreur pendant le COVID d'approuver des franchises à distance parce qu'on ne pouvait pas aller à Toronto. Fait que par Zoom, tu es approuvé. Le type à Toronto, il dépose 500 000. Ça, c'est la spot. On l'approuve Google Maps. Jamais visité. On fait de la construction à distance avec son contracteur, pas le nôtre. C'était le bordel. Mais pendant le COVID, il y avait bien des choses qui se faisaient. On réinventait beaucoup.
Et on a ouvert 8 comme ça, mais déjà 3, on a dû enfermer. Mais ça a bien marché durant les années de COVID. Oui, ce qui était encore plus étonnant. Parce que ça montre que malgré des habitudes ancrées, on vit dans un monde fluide. La vie et le business, ça change. Les micro-tendances peuvent débalancer bien des affaires. Ouais. Et c'est ça qui s'est produit. Mais en même temps, pendant le COVID, on était approché par la compagnie qui fait nos tartinades. Puis on dit, mais là, on a la recette parce qu'on l'a fait pour vous. Puis là, on a un PO d'une petite entreprise en épicerie qui s'appelle Metro. Puis on aimerait vendre la tartinade de chocolat noisette à Metro. Puis là aussi, c'était comme, bon, c'était-tu vraiment pour nous d'être là? Mais depuis ce temps-là, on a fait 2 bières en Ontario, une vodka Polar Ice partout au Canada, des biscuits. On les fait encore, ça doit être plus que 2000 épiceries au Canada. Des biscuits en sandwich de crème glacée, très délicieux. Des bûches de Noël, même entreprise. Et ça aussi partout au Canada. Donc, consumer product. Voilà. Il y a un autre que j'oublie. Je ne devrais pas oublier. Mais... Puis là, ça grossit. Lui, ça grossit. Qui grossit par soi-même. On fait pas beaucoup. On essaie encore de le comprendre. Fait qu'on, je peux pas dire qu'on le pousse. C'est plus un pool. C'est les épiceries qui voient ça. Puis Mais restons toujours aux valeurs de la marque. C'est le plus important. On voit que c'est pas un produit que tu vas manger lundi matin, comme les tartinades, comme exemple. Tu vas au chalet, tu vas faire des crêpes maison pour les enfants. Vas mettre ça, okay. Là, tu vas mettre une autre tartinade choco-noisette. Lundi matin, t'es tard pour l'école, là, mais non. Prends l'autre qu'on nommerait pas. C'est quand même un treat encore. Voilà. Ça garde l'aspect treat. On célèbre des moments avec les queues de castor. Puis là, je sais que l'expansion est difficile. Le Canada, comme ça. On est content, puis pas content de le dire, mais au Canada, on est de côte à côte à côte, parce qu'on est à Nunavut aussi. Ah oui. On a vraiment fait pas mal toutes les places touristiques. On les a faites. Vous avez essayé l'international? Dans le temps, vous en avez eu? Oui, on est encore au Qatar. On est en France. Qatar à 42 degrés C, une bonne queue de castor. Et on avait justement à Dubaï, puis sur la plage. Mais là, international, on les laisse choisir parce qu'on, typiquement canadien, on ne veut pas se montrer arrogant comme certains autres pays pas loin de nous, qui peuvent prétendre peut-être de, bon, on connaît notre marque, vous allez le faire comment? On n'ose jamais le dire. Fait que, OK, une plage à Dubaï, pourquoi pas? Parce qu'il y a des journées que l'eau est tellement chaude que tu n'as pas le droit d'y aller dedans. Ouais. Bon, ça n'a pas fonctionné. Et l'autre, au Japon. C'est étonnant quand même. C'est étonnant, oui, exactement. Vraiment. Et l'autre, c'était le Japon. Le Japon, c'était un bon essai avant le COVID. Des beaux centres de ski, il y a du ski, tout. Et c'est une drôle d'histoire. Est-ce qu'ils sont sucrés, les Japonais? Oh mon Dieu, oui. Oui? Oh, ils adorent le sucré. OK. Dans le Vieux-Montréal, on a déjà vu nos invités, des clients du Japon, ils achètent une canne de sirop d'érable, puis ils mettent une paille dedans. Ah oui, hein? Ils adorent le sucré. OK. Fait que, mais lui, il n'a pas survécu le COVID. Et il n'a pas fait les centres de ski. On doit peut-être les forcer plus, s'imposer plus. Ouais. Puis, quand on s'est parlé, il y a 1 an et demi, oui. Tu m'as appelé pourquoi? Qu'est-ce que vous aviez atteint comme plafond? Qu'est-ce que tu sentais? Je suis une personne curieuse de base. Et je pense que dans mon cœur, je savais que je n'étais pas un intégrateur. Mon frère jumeau, vraiment, on est bien balancé. Lui, il est intégrateur et pas à peu près. Mais on ne le savait pas. Mais au cœur, c'est un comptable,
même si on a un MBA chaque, ben, lui, c'est vraiment plus un... Il a suivi notre père, qui est vraiment un comptable. C'était un comptable, puis il pensait vraiment à comptabilité. En colonne, puis voilà, en ligne et en colonne. Voilà, très linéaire, oui. Et dans ma tête, moi, je savais que je n'étais pas satisfait et je ne faisais pas une bonne job d'intégrateur. Fait que j'avais lu le livre avant que je vous le rencontre, puis j'ai pris le petit test à la fin. Et boy, je me demandais, wow, je suis vraiment pas intégrateur. Visionnaire. Ouais, j'avais fait le premier avant. Puis, j'étais curieux de voir, est-ce que j'en ai un peu dans moi? Puis, regarde, je pense que j'ai coulé l'examen. Mais là, je l'ai donné à tout le monde dans le bureau sans le dire, sans expliquer. Je pense qu'il y en avait une personne qui a raté le test plus que moi. Mm-hmm. Tout le monde était meilleur intégrateur que moi. Fait que là, c'est là que j'ai fait le test de visionnaire et c'était l'inverse. Mm. Et c'est là que j'ai vu que là, ça coste assez bien, mais il y a tellement plus qu'on pourrait faire et on pourrait avoir plus de plaisir. Donc, c'est quoi les symptômes? C'est donc, vous étiez à un plateau? Un plateau de... Qu'est-ce qui t'empêchait de... Tu dis, il y avait beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui empêchait de... Je pense qu'en français, on dit on était dans la boue. Dans la boue? On tournait pas, on n'avançait pas. Puis... On spinait sur place. Voilà, Okay. Exactement. On faisait bien des affaires, mais des fois ça fonctionnait, d'autres fois ça fonctionnait pas. Mais il n'y avait pas vraiment de fil conducteur en tous les expériments. Parce que je pense, en reculant, en réfléchissant, je pense que le matin, je me levais, puis j'avais plein d'idées visionnaires. Puis l'après-midi, ben là, j'essayais de les implanter. Puis là, ça allait mal. le débalancement entre ces deux, donc, l'exécution de tes idées puis de ta vision. Voilà. OK. What's next? Là, vous êtes well, où? funny you mention that. So, avant novembre passé, c'était les États-Unis. Dans les États-Unis. Vraiment, la vision était... Ben, vous en avez une place. On a Tennessee? On a deux. Tennessee puis Utah. Où ça, dans Utah? Lagoon Lake, une des parcs d'amusement les plus vieux aux États-Unis. Pas au ski, dans un parc d'amusement. À 45 minutes du centre de ski. Justement, on regarde le centre de ski pour les jumelés. Il y en a beaucoup de places pour le ski là-bas. Mais Park City, c'est vraiment un des plus grands. Oui. Et l'autre à Arkansas, c'était une coupe qui dans le plein centre de nulle part. À Abu Dhabi, la même chose, il fait chaud. Mais eux autres, ça va bien. Ben, faut dire, on vend sucré frit. Aux États-Unis, j'avoue, le Sud, ils aiment beaucoup le frit. Et voilà. Et aux États-Unis, en général, on a le bon produit pour. La dinde frite au Tennessee. Le beurre frit. Ouais. Lui, je l'ai jamais compris. Mais cette coupe-là, si vous me permettez, vraiment typiquement américains, ils n'ont pas de passeport. Ils s'en vont aux chutes de Niagara pour renouveler leur vœu de mariage. OK. Pas de passeport. Mais là, ils se rendent compte là-bas que ça se voit mal du côté américain. Il faut qu'on traverse de l'autre côté. Et ils traversent avec le permis de conduire. Ah, ils avaient réussi? Parce que si tu traverses en auto, ça va. Ah ouais? Oui. OK. Fait qu'ils traversent, puis ils rencontrent les queues de castor. On a 2 magasins là. Des bons magasins, un très bon franchisé. Tombent en amour avec la marque. Sont aux États-Unis. C'est quoi de l'autre côté? Pas Rochester, Buffalo? En tout cas, whatever. Ouais, Buffalo. C'est ça. Ils sont là pour 3 jours. Ouais. Ils traversent chaque jour pour venir prendre une queue de castor. Imagine. 1 mois plus tard, ils nous envoient une lettre au bureau chef. Vous ne connaissez pas, mais on connaît bien votre produit. On est tombé en amour avec. Voici l'histoire. On veut acheter une franchise aux États-Unis. Vraiment une marque unique. On a souvent le gars du Japon, il ne parle pas un mot d'anglais ni de français. Il nous écrit, puis il dit « Je regardais la télé, puis à Calgary, il y avait des courses de ski, je ne me rappelle pas quand, puis la télévision japonaise de sport interviewait
la skieuse japonaise. Ouais. Puis elle parlait de son ski, mais après chaque run, Ouais. elle mangeait une queue de castor. Ah ouais. Puis elle n'arrêtait pas de parler de la queue de castor. Castor. Alors, le gars, Seiko, au Japon, il dit, il y a 1 an de ça, là, j'ai réservé mon billet d'avion, j'arrive avec ma traductrice, je veux acheter la franchise. C'était en quelle année, ça? Ça, c'était 2003 ou 2004. On n'était pas propriétaire, mais on gérait la compagnie. Puis, est-ce que ça existe encore au Japon? Non, lui a duré jusqu'à COVID. Il en a fait quelques essais. OK. Puis, malheureusement, ça lui a pris quelques années de partir. Ouais. Mais là, finalement, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Mais il a tombé en amour avec un produit qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais goûté. Puis le voilà faire le tour du monde pour venir acheter la franchise. Donc là, le but, c'était de déployer vers le sud. Le sud reste... on a des endroits en Europe où on pense que le concept, l'image canadienne peut être bien reçue. Mm-hmm. Mais on a un produit qui est plus connu aux États-Unis à cause de la proximité et un produit qui est plus accepté aux États-Unis. En Europe, il reste que les pâtisseries sont plus fines, si on veut. Généralement, on vend quand même des beignes en Europe. Même Krispy Kreme vient d'ouvrir en Paris. Puis ça, à date, c'est un grand succès. Mais on est plus adepte pour les États-Unis. C'est lui qu'on va faire. Et là, avec les tarifs, ça impacte. Nos produits sont faits au Canada à 98%, mais c'est pas drôle, les tarifs qu'on réussit à payer. Ouais. Mais qu'on doit payer. Puis, donc, il y a un plafond au niveau de scalability. Il faut au niveau... Le scalability, c'est au pire, on pourrait fabriquer nos produits aux États-Unis. On pourrait s'approvisionner. On pourrait trouver des fournisseurs pour nos produits facilement aux États-Unis. Et si parce que là, on est rendu à 195 au Canada. Quelques-uns, comme une bonne tiers, c'est vraiment des cabanes de parcs d'amusement, dont certains font un très bon volume, mais ce n'est pas des gros magasins. Mais conservateurs, on va dire x10, on a des centaines faciles aux États-Unis. Il y a les funnel cakes. Ouais, mais des funnel cakes, mais... imagine que tu t'en vas à un pays, je ne sais pas où, puis tu dis, tout le monde dans ce pays-là mange des hamburgers. Mais il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de Burger King, il n'y a pas de marque de hamburger. Ouais. Aux États-Unis, il y a des funnel cakes, il y a des oreilles d'éléphant, il y a des beignes. Il y en a plein. Il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque. Ouais. C'est là votre force. C'est là votre... Voilà. Ça, c'est notre force. Super. Mais écoute, pour finir, je pense que ça a été une belle histoire. Merci beaucoup nous avoir amenés dans cette... Des questions quand même assez faciles, à date. Oh, c'était facile. Pour finir, je vais finir avec des questions en rafale. OK. Selon toi, quel est ton super pouvoir? Ça me rend... ceux autour de moi ne l'aiment pas. Mais vraiment, je vois des liens entre des idées qui ne devraient pas être naturellement reliées. Et des fois, ça force du monde à forcément relier des idées qu'ils ne pensaient pas de relier. Du créatif, puis un peu de créatif, puis un peu de... Connect the dots in 3D. Connect the dots. Ça leur prend du temps à voir ce que tu vois. Des fois, ils refusent carrément, mais en tout cas, ils acceptent. Si tu avais à garder un seul outil, une discipline, une habitude que tu as acquérie au courant de ton parcours d'entrepreneuriat? Sur 2. L'impatience. Je dirais jamais ça à mes enfants. Mais l'impatience, c'est une bonne chose. OK. Et deuxièmement... Dans quel sens une bonne chose? D'en vouloir plus, de toujours sauter... Les défauts du visionnaire sont aussi des avantages, si on veut. Ils veulent que ça aille vite. C'est ça. Ouais, ça pousse. Ça pousse, exactement. Et l'autre, c'est de communiquer avec des histoires. Notre marque, c'est vraiment une histoire, mais comme j'ai peut-être partagé un peu aussi, c'est une histoire c'est une marque d'histoire. Ouais.
So, we're storytellers. Storyteller. Meilleur conseil qu'on t'ait donné? Oh boy! So, mon père fut une personne incroyable qui n'est plus avec nous, mais c'était vraiment un comptable. Mais vers la fin, il comprenait que c'est pas juste les chiffriers électroniques. Avant tout, il faut vendre de la magie. Et c'est difficile pour du monde qui se lance en affaires de dire, mais là, je vends de la magie, je montre ça comment? Aux banques. Mais dans un monde de commodité où on peut tout avoir sur Amazon cet après-midi, en plus, on peut tout acheter. On peut trouver un fournisseur pour n'importe quoi, n'importe où, facile. Mais là, c'est juste la magie qui nous reste. Si on ne vend pas une version, une magie à connexion. Mais là, tu n'as plus rien. Super. Livre d'affaires que tu as recommandé au moins à trois personnes dans ta carrière. 3 personnes ou 3 livres? 3 livres, on les a ici, but OK. Non, un livre que tu as vraiment recommandé régulièrement. J'en ai 2. L'Océan bleu, ouais. Vraiment, ça montre qu'on n'a pas besoin d'être compétitif pour avancer. Collaboratif et positif. Et l'autre, c'est Denise Yon qui a écrit What Great Brands Do. Vraiment une penseuse dynamique, innovatrice de business de Californie, mais qui parle de simples choses qu'on peut faire pour donner de la magie aux marques. Excellent. Là, je réponds souvent avec 2, fait que c'est correct. Je me sauvegarde. Puis la phrase que tu dirais au début de ton aventure, quand tu as acheté ta première franchise ou tes 2 premières franchises, qu'est-ce que tu dirais maintenant? Ça, je le dis à mes enfants. C'est pas nécessairement... Demande pas toujours pourquoi. Des fois, c'est « why not ». C'est une aventure, dans le fond. La vie est une aventure. Fait que, à un moment donné, plonge. Et de le faire de nouveau... Dans l'action. Hein? Bias to action. Je le ferais plus fort, plus vite, plus tôt. Excellent. Bien, sur ces beaux mots, merci beaucoup. Merci. J'apprécie beaucoup. Merci pour ta participation. Donc, merci à vous d'avoir assisté à ce premier podcast Visionnaire. Donc, si vous êtes intéressé, allez sur la page du podcast Visionnaire de LinkedIn et vous aurez tous les détails pour vous abonner et s'abonner à ma newsletter pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup. Merci, Pino. Merci, Thierry. Toujours un plaisir. Vous venez d'écouter le podcast Visionnaire. J'espère que cette discussion vous fera réfléchir sur vous, sur votre entreprise et sur vos ambitions. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.